Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le deuxième grand rendez-vous de la semaine. On est ensemble jusqu'à jusqu'après la troisième heure de la soirée. C'est bien sûr jusqu'à 20h30 exactement, chers téléspectateurs. 4 plateaux au programme, en plus du journal. Tout ça viendra tout à l'heure après la météo. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous de BB24. Mesdames et messieurs, ce soir, nature et bien-être jouent au football. Carrément, oui, c'est la CAN et ça parle particulièrement de la santé du footballeur et de son cœur surtout. Il faut en prendre soin. Mais comment? La réponse, c'est tout à l'heure avec l'invité de Yasmine Damata. Autant savoir parle de mentorat, mais comment se forger ce profil de mentor et comment choisir également son mentor. Chers téléspectateurs, voilà donc les questions à répondre sur Autant savoir. Football, c'est pas encore fini avec l'expert de ce grand rendez-vous. Nous allons apprendre à devenir footballeur professionnel. C'est tout un parcours à découvrir tout à l'heure avec l'expert de ce grand rendez-vous. Je l'annonçais et puis on parlera sur beauté au pluriel aujourd'hui de combinaison. Ah oui, hein, tout au complet, habits et puis pantalon, tout lié quoi, carrément. On parlera de ça dans un instant. Et ce sera sur beauté au pluriel entre effet de mode et puis pratique. Est-ce que c'est vraiment pratique les combinaisons? On verra les raisons pour lesquelles les dames choisissent plutôt ce genre de modèle, ce genre d'habits. C'est dans un instant. N'oubliez surtout pas qu'à 19h45, elle sera là. Oui, elle, je l'annonce d'ailleurs, même puisqu'elle est là pour les titres, Estelle Espérance Aurore Pazou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Assur Gaba. On se retrouve tout à l'heure à 19h45. Il y aura quoi au menu du journal? Alors, le gouvernement béninois prend des mesures pour interdire les carburants toxiques. Il a voté à cet effet une loi qui entre en vigueur le 15 juillet prochain. À Djougou, dans le département de la Donga, la biodiversité est de plus en plus menacée. Face à la situation, les forestiers sont montés au créneau pour sensibiliser la population. Et puis, elle ne vit que pour la soudure. Quand elle enfile sa blouse bleue, Edna Zimon sait, fait des merveilles. Et nous irons à sa rencontre et ce sera bien évidemment à 19h45. À 19h45, donc, Estelle Pazou dans un instant, dans moins de 40 minutes, je dis avec beaucoup plus de précision. Là, on ouvre les plateaux chez téléspectateurs et puis on commence par Autant savoir. Autant savoir parle de mentor, le mentorat, comment jouer ce rôle, comment se forger ce profil et comment choisir son mentor quand vous en avez vraiment besoin. On y répond juste derrière cet élément.
Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation-là nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Ah oui, mettre ses compétences, ses connaissances, ses expériences, j'allais dire même, au service d'autres personnes qui sont en train de se construire. Bon, on peut définir le mentorat ainsi. Sur le plateau, j'ai Moïse Sodokin, c'est un jeune leader, c'est un mentor aussi. Il a été aussi mentoré, il faut aussi le notifier. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Avec Agnat Onifadebelo ce soir. Bonsoir. Bonsoir Assim Gaba, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Alors, on va mentorer, on va se faire mentorer aussi. Bon, je ne sais pas. D'accord, Assim Gaba, là dans le reportage, Gloria Oni est revenue sur les sondages au niveau du Figaro, 18%. C'est vrai que le concept de mentorat nous est venu de l'extérieur, mais c'est un concept qui n'est pas inconnu sous nos cieux. Nous avons même une citation qui est tirée d'un livre que vous connaissez certainement. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Pour moi, je pense que c'est une définition parfaite du mentorat. Je ne connais pas votre avis, Moïse Sodoké. Oui, je pense on peut résumer un peu le mentorat à cette citation, mais sinon si on doit beaucoup plus donner une définition au mentorat, on dirait que c'est une relation interpersonnelle entre une personne qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, qui est appelée mentor, et qui met son expérience ou son expertise au profit d'une autre personne pour favoriser son développement personnel, bien son développement professionnel. Et cette personne s'appelle le mentoré. Le mentoré, d'accord. Alors, dans le mentorat, nous avons le mentoré, nous avons le mentor. Parlons d'abord du mentor. Qui peut être un mentor? Qui peut être un mentor? Un mentor, c'est... Il y a deux personnes qui peuvent être des mentors. Il y a ceux qui se forment pour être des mentors. Il y a des écoles de formation pour devenir mentors. Oui. Il n'y en a pas au Bénin, mais il y en a en Europe et aux États-Unis.
où à la fin, il y a la certification et il y a même des grades de mentor. À part ça aussi, il y a ceux qui deviennent mentors grâce à l'expérience. Grâce à l'expérience, grâce à l'expertise dans chaque domaine, pas dans le domaine du journalisme, il y a des gens qui ont l'expérience et qui peuvent être de bons mentors. Qui peuvent être des mentors pour les nouveaux ceux qui sont en formation actuellement. Quand on prend le domaine du sport, quand on prend le domaine de l'éducation, quand on prend tous les domaines, dans n'importe quel domaine, on peut avoir de l'expérience. Le plus important, c'est d'avoir l'expertise et l'expérience. Mais est-ce que pour être mentor, cela ne nécessite pas qu'on sache transmettre la connaissance? Oui, naturellement, quand on dit quelqu'un a l'expertise, certes, parfois il y a certains qui ont l'expertise, mais qui ne savent pas transférer. Et c'est là où je rejoins réellement ton point. Une chose est d'avoir l'expérience, une chose est d'avoir l'expertise, mais le chose est de savoir partager, c'est le chose de savoir transférer. Et je suis entièrement d'accord. Et c'est là où aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à faire le lien. Et c'est là où il est important que le mentoré sache vraiment faire le choix de son mentor. D'accord, mais déjà, est-ce qu'on n'a pas une relation déséquilibrée? On a parfois l'impression que le mentor, il abat tout un travail pour le mentorer. Pour certains, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils refusent parfois d'être mentor. Pour eux, c'est une sous-charge, c'est beaucoup de contraintes. Vous, votre avis? Notre avis par rapport à cela, je pense... Et pas expérience, hein. Je pense que tout dépend du début, tout dépend de la sélection, tout dépend de la discussion, tout dépend des points sur lesquels on s'entend. Vous voulez parler des bases du mentorat? Des bases du mentorat. Il faudrait que, par exemple, le mentoré sache qu'il a vraiment un besoin et qu'il puisse comprendre le travail qui sera fait et que le mentor puisse aussi s'engager à dire ok, voilà le niveau auquel tu es, voilà tes attentes et voilà ce en quoi je m'engage à pouvoir t'aider. Je pense que tout est une question d'attente et de respect des engagements. Voilà, donc le mentor met à la fois son carnet d'adresse et ses expériences. Finalement, le mentoré, lui, il apporte quoi au mentor? Une ouverture d'esprit ou une remise en cause? À moins que dans le mentorat, le transfert ne se fait que d'un côté, du mentor vers le mentoré. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Et ceux qui sont quand même assez généreux et qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, ont toujours ce besoin de transférer, ont toujours ce besoin de créer d'autres personnes comme eux, de pouvoir contribuer à ce que d'autres personnes puissent pouvoir faire le chemin comme ils ont fait. Comme ils ont fait le chemin. Il faut parler d'une satisfaction morale à avoir contribué au développement de quelqu'un. L'autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que le mentoring, le mentorat n'est que bénévole ou volontaire. D'accord. Sur le mentorat est un travail où on paye, il faut rémunérer. Maintenant, parlez-nous un peu des limites du mentorat. Les limites du mentorat, déjà, il faudrait mettre l'accent sur un point qui m'avait échappé tout à l'heure. C'est que généralement, quand on parle de mentorat, les gens pensent que en tant que mentoré, tu seras là et le mentor viendra faire le travail à ta place. Ce n'est pas le cas. Le mentor, c'est un peu comme un leader et naturellement les thèmes leadership, mentorship et coaching parfois se ressemblent, ont des points de ressemblance. C'est-à-dire que quand un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui connaît le chemin et qui sait où il ne faut pas tomber. Qui sait où il ne faut pas tomber. On dit généralement qu'un mentor vous fait passer de l'escalier 1 à l'escalier 10, c'est-à-dire qu'il vous fait gagner énormément du temps. D'accord. Et pour avoir fait l'expérience personnellement, les mentors que j'ai eus m'ont quand même beaucoup aidé parce qu'ils ont déjà fait le chemin. Ils m'ont facilement aidé à comprendre ok, si tu ne prends pas tel chemin, si tu ne prends pas tel procédé, si tu fais telle formation, si tu suis telle chose, tu iras rapidement. Et donc ma recommandation. Le mentor est là par exemple pour vous dire ben, écoute, va
telle formation, c'est bon pour ton profil, pour l'objectif que tu vises. Par exemple, le mentor, il est là pour lui dire, ben, écoute, si tu veux réussir dans tel domaine, voilà ce qu'il te faut pour te forger, pour construire toi-même ton profil, ta personnalité. Ce n'est pas qu'il est là et que c'est lui qui va tout faire à ta place. D'accord. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces bases-là. Vous avez parlé des bases à définir un peu avant le mentorat en 1 minute. Dans le choix du mentoré, on a parfois l'impression que les mentorés, ils ne définissent pas au préalable leurs objectifs et c'est après, quand ils ont obtenu un mentor, qu'ils veulent maintenant faire ce travail. Pour vous, cela se fait en amont, avant le mentorat ou après le mentorat? Non, en amont, naturellement. Cela vient en amont du mentorat. Et je pense que cela incombe beaucoup plus au mentor, parce que c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui a déjà fait le chemin. C'est à lui d'aider, pas de faire les bases à la place du mentoré, mais d'aider. C'est un travail de commun accord, mais qui repose beaucoup plus sur le mentor, parce que lui connaît déjà le chemin, il sait déjà comment ça se passe. Donc le plus important, il n'y a pas de base prérequis, c'est par rapport au domaine, c'est par rapport à l'expertise, c'est par rapport aussi aux objectifs à atteindre par le mentoré, qu'ensemble, le mentor et le mentoré décident du bas sur lesquels ils veulent collaborer ensemble. C'est comme un exercice pratique, on vous bande les yeux, et il y a quelqu'un d'autre qui est devant vous, lui, il a les yeux ouverts. Et vous dit, posez votre main sur mon épaule et suivez-moi. Donc vous le conduisez et il doit vous faire confiance. Vous ne savez pas là où vous allez. Mais lui, il connaît le chemin, il sait où on arrive. Tout simplement. Il sait là où vous allez. J'aime bien le fait que vous reveniez à chaque fois sur la relation de confiance, parce qu'on se rend compte, et quand on vous écoute tout de suite, Moïse Sodokin, que la confiance du mentoré envers le mentor est très importante. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Moïse. Merci. À très bientôt. Oui, mais Hachem Gaba, laissez-moi dire qu'on reviendra sur le tutorat. Oui. D'accord, on reviendra sur le tutorat une autre fois. Pourquoi pas demain, on verra bien. Allez, d'accord. Donc demain, je vous accepte demain. D'accord. Pour ce soir, c'est terminé. On va dans le salon de Fulgencia, avec elle on va parler de combinaison. Je ne sais pas ce qui coach ou qui est le mentor. Je ne sais pas si c'est le haut qui est le mentor ou si c'est le bas qui est le mentor. Bon, allez, juste pour vous taquiner un peu. C'est beauté au pluriel. Bienvenue sur Beauté au pluriel. Aujourd'hui, on parle de combinaison, cette tenue donc de plus en plus adoptée par les dames et surtout au Bénin. Bon, les raisons pour lesquelles elles choisissent ce genre de tenue et aussi la beauté qu'il y a dedans, tout ça sera exposé dans un instant. On suit d'abord le commentaire sur image. Il y a des combinaisons qui vous laissent et il y a aussi d'autres qui vous centre, ça dépend de votre choix, de ce que vous avez pris au fait. Et je pense que ça ne me met pas trop en valeur, du coup j'aime pas trop. J'adorais mettre ça, mais bon après accouchement, tout ça, la forme, on a grossi un peu, donc j'évite maintenant. Je les porte souvent à la plage pour aller voir des amis, des copains et autres. Mais j'aime pas trop porter dans les milieux professionnels parce que là, ça trace ta forme et tu es mal vu et tout quoi. Tout le monde te regarde. Voilà le côté que j'aime pas bien dans les combinaisons. Quand tu portes des combinaisons, quand tu as le besoin d'aller aux toilettes et tout, tu es obligé de tout enlever. C'est mieux quand tu portes chez toi, là, tu peux tout enlever. J'en porte, j'adore les porter, j'en ai beaucoup dans ma garde-robe. Je ne peux pas vraiment citer, j'ai jamais fait cet exercice, mais je dirais une vingtaine, une cinquantaine, enfin c'est beaucoup. Il y a aussi que je me sens bien, je bouge beaucoup mieux quand je suis en combinaison. J'aime être une femme, mais je n'aime pas que mes vêtements me coincent. Avec les combinaisons, ça fait femme, ça fait homme. Mais la femme est toujours jolie quand elle porte quelque chose, donc combinaison est toujours jolie avec les femmes. Bon, d'accord, c'est compris. Combinaison est toujours jolie avec les femmes. Vous avez... c'est votre avis, j'espère, Madame Fleurette Rediblet. Ah oui. C'est ça, toujours jolie avec les dames. Ah ouais, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Assioma. Comment allez-vous? Ça va bien. Ben, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau aujourd'hui.
Bon, vous n'êtes pas en combinaison. Non. C'est une combinaison. Non, ce n'est pas une combinaison. D'accord. Mais mon invité est en combinaison. Ah oui, hein, elle est en combinaison très jolie. Ouais. Je pense que Merci. la matière, tout ça, ça respire l'Afrique. Comme quoi, combinaison ne peut pas être que combinaison n'est pas que européen. Bon, Non, pas du tout. Et notre dernier intervenant l'a dit, combinaison toujours jolie avec les femmes. Avec les femmes. D'accord. Quand une femme porte quelque chose, c'est toujours joli. Ah, d'accord, c'est vrai. L'exemple sur mon invité. Mais les hommes non plus. Les hommes non plus. Alors, Assio, mais vous savez, la combinaison est portée par les pompistes, les garagistes et tout. Ah oui. Mais aujourd'hui, les grands créateurs de mode ont choisi de revisiter cette tenue. Alors, madame, dites-nous pourquoi ce changement? Au fait, la combinaison, c'est une tenue qui se porte très facilement comparativement à ce que tout le monde pense. On crée facilement un look de son choix et on peut l'accessoiriser comme on veut. C'est pratique, on se déplace facilement, on a la liberté de mouvement. Donc les dames aujourd'hui ont beaucoup de choses à gagner à se mettre en tenue combinaison. Oh oui, la combinaison met en valeur la morphologie. Ah oui. Voilà. Ça met en valeur la morphologie. Oui. Donc il faut savoir aussi choisir la tenue en fonction de sa morphologie. Oui, il s'agit là de choisir une seule pièce qui mettra en valeur tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Donc là, nous avons quelques astuces. Si vous êtes grande et mince, portez une combinaison ample et longue. Elle vous laissera le choix de jouer avec le volume et mettra en valeur votre silhouette. Et si vous êtes petite et menue, oubliez les combinaisons longues et amples. Elles ne feront que tasser votre silhouette. Optez plutôt pour une combinaison courte et ajustée. Mais si vous avez une forme généreuse, mettez en valeur vos atouts en mettant une combinaison longue et cintrée. Longue et cintrée. Pour les femmes qui sont un peu rondes, c'est ça? Qui ont une forme généreuse. Voilà. Ah bon, moi, je voulais porter la tenue combinaison et tout. Oh, Assioba. Regardez. Bon. Moi? Non, ça, c'est pas moi. Les talons sont là, les chaussures talons sont là. Ah oui, et vous avez dit ça en direct. Ah là, j'irai me plaindre à qui de droit. Alors, moi, par exemple, quel type de combinaison peut m'aller? Vous allez mettre une combinaison. Vous pouvez mettre une combinaison longue et allonger votre silhouette avec un haut talon. Haut talon, les escarpins, par exemple. Oui, les escarpins. Voilà, ça vous ira très bien. Ah, oui. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, combinaison, ça a beaucoup d'avantages et tout. Mais quand on met combinaison, vous ne buvez pas assez d'eau. Ah oui. Et si vous prenez beaucoup d'eau, vous aurez envie de vous mettre à l'aise. Et la chose est un peu compliquée. C'est compliqué, quoi. Donc, vous comprenez. Donc, il faut penser surtout à ça. Ou bien, il y a déjà des astuces pour oui, aux gens. Il y a des astuces. Aux dames? Oui, il y a des astuces pour mieux porter la combinaison et faire ses besoins. Alors, partagez avec nous ces astuces-là. Moi, j'ai une combinaison qui a une busière devant. Ok. Je peux l'enlever facilement. Ah, d'accord. Et faire mes besoins. Vous ouvrez comme ça jusqu'en bas. Voilà, la fermeture, elle est devant. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Hein? Oui, là, vous pourrez boire assez d'eau. Voilà. Bon, d'accord. C'est pas compliqué, mais vous allez quand même vous déshabiller du haut jusqu'en bas. Bon, ça, c'est pas grave. C'est la mode et puis on fait avec. Alors, moi, je voudrais bien savoir, est-ce que tout le monde peut porter la tenue combinaison? Oui, tout le monde peut porter la combinaison parce qu'elle s'accorde indéfiniment à toutes les morphologies. Là, il s'agit de connaître sa morphologie et l'accessoiriser à son look. Voilà. Alors, vous avez parlé d'accessoires. Quels sont les accessoires qui nous permettent de sublimer la tenue combinaison? Nous pouvons mettre un sautoir, ce que j'ai porté là. On peut mettre un haut talon. Et on peut l'accessoiriser également avec un sac à main. Sac à main. Aujourd'hui, les combinaisons sont en train d'être africanisées en quelque sorte à travers la matière qui est utilisée pour pouvoir donc les concevoir, les coudre. Est-ce que c'est une manière pour vous d'être africaine et à la page également? Exactement, c'est une manière pour nous de mettre notre touche d'Afrique
Nous devons valoriser notre culture. Donc, voilà. Alors, et pour ceux-là qui désirent aller au boulot, est-ce qu'on peut opter pour la tenue combinaison? Parce que vous savez, lorsqu'on porte la tenue, là, elle dessine votre forme. Oui. Au boulot, est-ce que ça peut se faire? Oui. Avant, la combinaison était une tenue de travail. Et c'est vrai. Mais ce n'était pas une tenue de travail serrée, ce n'était pas cintré. C'est une tenue de travail simple qui permet la liberté de mouvement. Mais de nos jours, les femmes travailleuses, les working girls, ont opté pour la combinaison parce qu'elles se sentent à l'aise. Ainsi, on peut porter la combinaison pour aller travailler, pour aller au bureau. Mais nous devons veiller à ne pas mettre une combinaison cintrée. Pour aller au service, parce que nous n'aurons pas la liberté de mouvement. Mais dans le cas où nous voulions mettre une combinaison, on peut l'accessoiriser avec une veste. Ok. On peut l'accessoiriser avec une petite veste ou une veste mi-longue. Ça peut cacher certaines parties pour ne pas distraire. Pour ne pas distraire les autres. Voilà. Alors, pour raffiner un peu sa silhouette, quel type de combinaison peut-on opter? On peut porter une combinaison cintrée. Ok. Cintrée, c'est-à-dire? On peut mettre une ceinture sur la combinaison pour pouvoir dessiner la taille. Et ça, c'est bien pour les personnes qui sont rondes. Ah oui. Oui. Ah oui. Les personnes qui sont rondes, quand elles mettent combinaison, une petite ceinture. Voilà. Et le ventre, ça ne va pas sortir Non, ça dépend de la coupe. Ça, c'est au styliste d'y veiller. On peut agrémenter la combinaison avec de petits plis. Avec de petits plis au niveau de la taille, ce qui cache un peu le ventre. Voilà. Et si la personne ajoute là-dessus une veste, le tour est joué. Ça camoufle. Ça camoufle et la personne peut être à l'aise. Donc, si je comprends bien, la combinaison, c'est une tenue de service, mais il ne faut pas emporter de cintré quand on va au boulot. Exactement. C'est également une tenue de ville aussi, c'est ça? Oui. Et donc, on peut aller partout avec oui, on peut aller partout avec la combinaison. Même à la maison, on peut pas. Même à la maison. Même aujourd'hui, à la plage, je crois qu'on met des tenues combinaisons. Exactement. À la plage, on peut porter une combinaison courte qui ressemble à une culotte. C'est la combinaison de plage. Ça fait 3 quarts. Ça peut même être une culotte, une petite culotte. Carrément. Oui. Ça, c'est les tenues de plage, ça. Oui. Voilà. Alors, pour une soirée, moi, je voudrais bien savoir, il faut opter pour quoi? Il faut choisir quel type de combinaison? Parce que les combinaisons, il y en a assez, de différentes sortes. Oui, pour une soirée, il faut opter pour une combinaison décolletée, une combinaison à bretelles, ou une combinaison dos nu, une combinaison confectionnée avec des dentelles. C'est toujours bien pour une soirée. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Assume, mais ce n'est pas pour les hommes, mais désolé. À moins que vous soyez garagiste ou pompiste. J'espère que c'est pour toutes les bourses également. Oui, c'est pour toutes les bourses. Les combinaisons. Les combinaisons. On peut en trouver jusqu'à quelle hauteur? Au minimum, il faut combien pour avoir une combinaison, par exemple? Bon, ça dépend. Ça dépend de la qualité de combinaison que vous voulez. Si vous voulez acheter les prêt-à-porter, déjà à partir de 15 000 pour un petit prix, vous aurez une combinaison. Mais il y a également des combinaisons de haut gamme qui coûtent très cher. Vous pouvez aller jusqu'à 25 000, 30 000, voire 40 000. Voilà. Et si on va à Misselborn, on peut en trouver aussi. Moins cher. Oui. Alors, nos éternels concurrents. Oui, ça c'est vrai. Alors, lorsqu'on vient vers vous, par exemple, avec le tissu ouasse et tout, il faut combien? Bon, ça dépend. Ça dépend de ce que j'aurai à mettre dans la confection pour rehausser votre combinaison. Ça peut coûter combien, par exemple? Ce que vous avez porté. À partir de 20 000. À partir de 20 000. Ah ouais? On peut avoir ça avec... c'est tout fourni. Sans le tissu. Sans le tissu. Sans le tissu. Donc vous amenez ça, tissu. C'est juste la main d'œuvre. La main d'œuvre. Voilà. Ah d'accord.
Ça se voit aussi parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Les boutons, il faut les confectionner, il faut acheter tout ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, vous avez bien compris. Ah oui. Et c'est fait à dessin parce qu'on voit le bout de tissu là et puis vous avez attaché quelque chose. Si, il y a une ceinture. Voilà. Ma combinaison avec une ceinture. Donc, voilà. Alors, vous avez tout compris. Hein? Aujourd'hui, on peut porter la tenue combinaison tout en restant à l'aise parce qu'il y a aujourd'hui une glissière devant. On peut faire ses besoins facilement. Facilement. Oui, ça c'est vrai parce que moi, quand je vous vois les dames en combinaison, je me dis bien que elles ne sont pas en prison là carrément, elles ne sont pas emprisonnées en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est pratique. Je vois qu'il y a quand même des astuces. Des astuces hein, pour se libérer très facilement. Allez, merci beaucoup à vous, Fulgencia et Madame Khediblet pour le sujet. À présent, parlons santé, parlons football, parlons du cœur du footballeur professionnel. Nature et bien-être ce soir, nous parlons du cœur du footballeur. Oui, sa santé, comment prendre soin en réalité de son cœur, c'est comme du lait sur le feu. Il faut suivre cela à chaque instant réellement, mais comment contrôler tout ça? Ce sera avec le médecin sportif qu'on va recevoir dans un instant. Pour le moment, on suit le reportage qui nous parle du sport d'entretien. Dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km, Djekota, PK14, PK14, Djekota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Ah oui, hein, c'est rare, mais quand cela arrive, c'est toute la famille du football qui est donc souvent attristée et surprise même, j'allais dire, quand un joueur tombe sur le terrain. On nous dit souvent que c'est son cœur qui a lâché,
Mais comment est-ce possible pour un sportif professionnel, surtout un footballeur professionnel? On va en savoir un peu plus avec le docteur Sylvestre Parfait Ayivodji, le médecin sportif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir, Sim Gaba. Toujours dans la fièvre de la CAN. Hein? Ah oui, dans la fièvre de la CAN. Et ça nous amène à poser beaucoup plus de questions sur la santé de ces sportifs-là. Aujourd'hui, on fait zoom sur le cœur. Oui, on fait zoom sur le cœur. Bien, bonsoir, amis téléspectateurs. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, comment doit être le cœur du sportif? Merci, madame le journaliste. Ici, on parle de football. Oui. Donc, on s'intéresse plus aux pieds. Mais les pieds ne bougent que par le cœur. Oui. Et le cœur suit un rythme propre à lui. Un rythme propre parce qu'il est constitué d'une masse qui lui permet de propulser le sang, qui va aider l'athlète à courir dans tous les sens et être performant. Donc, le cœur ici, c'est l'élément moteur de l'organisme, indispensable à toute activité sportive. Et ce qui est encore plus exigeant parce que très sollicité dans le cas des footballeurs professionnels. Oui. Et tout au long de cette Coupe d'Afrique, vous avez vu, il n'y a aucun incident signalé. Oui. Pourquoi? Parce que en amont, une visite complète de l'état cardiaque de tous les 23 joueurs par équipe ont été faites. Ces visites différentes ont axé plus leur recherche sur le cœur. Le cœur nécessaire pour la compétition. Tous ceux qui ont un cœur pathologique sont éliminés. C'est pourquoi la dernière fois, il parlait des examens d'aptitude. La FIFA et la CAF ont insisté sur l'aspect cardio de l'examen d'aptitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Après l'interrogatoire, le bilan sanguin, on prend le cœur dans toutes ses dimensions. D'abord dans son rythme. Oui. Parce que le cœur a un rythme. Ce rythme-là est particulier chez les footballeurs. Ah bon? Voilà. Entre vous et moi, on n'a pas le même rythme. Quel est leur rythme alors? Voilà. Ils ont un cœur très lent au repos. Ok. La pulsation normale, c'est entre 60 et 80. Un homme normal. Chez le footballeur professionnel, il va jusqu'à 50. Ah bon? Voilà. On donc appelle ça repos, son cœur est très lent. Très lent. Les vrais champions, c'est 50-55. On parle de bradycardie sinusale. Ça, c'est le premier élément pour le rythme. Et puis, il y a la masse du cœur. Comme l'effort est soutenu pendant toute une saison, les gens font jusqu'à 38-40 matchs par saison. Donc, c'est le cœur qui est plus sollicité. Donc, on verra un cœur un peu plus gros qu'un homme normal. Et c'est une augmentation de volume physiologique. Okay. Voilà, c'est un épaississement du ventricule. Ce n'est pas que c'est une maladie. Voilà, c'est pas une maladie, c'est un épaississement naturel, physiologique, lié à l'adaptation du cœur à l'effort. Mais comment garder ce rythme cardiaque chez le sportif footballeur professionnel? Tous les 2 ans, on doit surveiller. Dès qu'il est dans les normes, rythme, bradycardie, épaississement physiologique. En cas de débordement, il arrête l'effort. Okay. Donc ici, il y a 2 catégories de footballeurs professionnels. Bon, on ne peut même pas dire 2 catégories. Avant 35 ans, le cœur n'est pas le même qu'après 35 ans. Ah oui, hein. Okay. Donc la limite c'est 35 ans, avant et après 35 ans. Les grands footballeurs arrêtent toujours à 35 ans. Après, tu deviens entraîneur ou bien tu fais sport d'entretien. D'entretien, tout simplement, voilà. comme ce qu'on a vu. Voilà, tout à fait. Mais y a-t-il un régime alimentaire propre à ces footballeurs pour qu'ils gardent leur cœur toujours en bonne santé suivant ce régime, ce rythme cardiaque? Il y a l'entraînement répété tous les jours et il y a l'alimentation. Parce que le cœur fonctionne sur la base de production d'énergie. Oui. Sans énergie, il n'y a pas d'activité cardiaque. Et l'énergie est puisée des nutriments. Ce qu'ils mangent tous les jours, ce qu'on leur apporte comme vitamines, l'eau. L'organisme intègre ça pour produire de l'énergie. Que ce soit les viandes, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, tout est intégré. Et tout ça, c'est suivi? C'est suivi. Il y a des normes d'alimentation. On va en venir peut-être plus tard. C'est trop dense également. À part le cœur, il y a aussi l'alimentation. Il y a l'alimentation. Mais quand... On va parler peut-être de l'alimentation très très prochainement plus tard. Mais toutefois, quand il ne respecte pas, il est... Il y a risque. Voilà. Voilà, les risques, on peut en parler.
Et c'est ça qui est la cause des morts subites souvent. Des morts subites. Un footballeur qui tombe sur un stade, c'est le cœur 4/5e. 4/5e des situations. C'est le cœur. C'est le cœur. Wow. C'est le cœur. Soit le rythme est très accéléré. On parle de fibrillation. Oh, okay. Auriculaire comme ventriculaire. Selon que ce soit le compartiment de remplissage qui est l'oreillette. Oui. Ou le compartiment qui vide qui est le ventricule. Oui. Voilà. Parce que c'est quand, par exemple, vous avez déjà dit que l'épaississement, en fait, l'épaississement du ventricule gauche n'est pas une maladie, voilà, que c'est naturel, oui. Pour le sportif, le footballeur surtout. Lié à l'adaptation à l'effort. Maintenant, quelles sont donc les pathologies liées bien sûr au cœur du footballeur? Il faut d'abord savoir quels sont les tests qui permettent de suivre ce cœur pour pouvoir détecter ce qui est anormal. D'accord. D'entrée, c'est l'électrocardiogramme, l'enregistrement du tracé de cœur. Voilà. On le fait au repos. En deuxième temps, on fait subir des efforts au footballeur pour voir sur le terrain quel sera le niveau de son cœur en activité extrême. Oui. Donc, on fait des épreuves d'effort. Et le tracé aussi est enregistré quand le gars est en mouvement. Le troisième élément, c'est l'échographie cardiaque. Ils appellent ça écho-doppler. Ça, c'est ça qui montre comment le cœur se remplit, comment il se vide. Et la masse même des compartiments. Le cœur est gros, l'oreillette, le ventricule. L'épaississement même, c'est à l'écho qu'on détecte ça. Voilà, ça c'est l'examen normal. L'examen du cœur, oui. Quand il y a anomalie, qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau du rythme, j'ai dit avant 35 ans, c'est surtout le problème de rythme. Ça va très vite. Et le problème de masse cardiaque. Il y a hypertrophie ventriculaire. Il y a quand même des joueurs qui font des distances d'âge. Qui dépassent parfois 35 ans. Oui, c'est dangereux ça. Donc voilà. Donc avant 35 ans, c'est le problème de muscle cardiaque. Ça peut être exagéré en volume. Depuis la naissance, et ce n'est pas détecté à temps. Ouais, et l'effort a révélé ça. Voilà. C'est souvent avant 35 ans, c'est le cœur en volume. Bon, pas d'hypertrophie ventriculaire droit, dysplasie, arythmogène, c'est un thème plus compliqué. Le cœur va très vite. Et il faut freiner, sinon il meurt sur le terrain. Donc la précaution, c'est de disposer aux abords du stade un appareil qu'on appelle défibrillateur semi-automatique. Ça, c'est tous les grands matchs, on doit disposer de ça. On peut récupérer un cas sur 1000 avec cet appareil. Un cas sur 1000. Un cas sur Ça détecte immédiatement. Oui, immédiatement. C'est l'appareil, on implante ça sur un footballeur en décubitus dorsal. Et c'est l'appareil qui dit ce qu'on doit faire. Il enregistre, il dit voilà, il faut faire massage, il faut ventiler, il faut injecter. Et quand il y a mort, c'est lui-même qui signale arrêtez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est l'appareil, le CG plat. Donc c'est exigé sur tous les grands stades, un DSA. Nous en avons ici au stade de l'Amitié. Le SAMU vient souvent avec. Ah, d'accord. Dans ces véhicules. Vous verrez tous deux SAMU quand on joue les grands matchs. Quand on joue les grands matchs. Voilà, ils en disposent. Mais est-ce qu'il y a un sport propre au sport que les footballeurs doivent faire pour maintenir le cœur en bonne santé? Ils sont footballeurs. Oui. Il n'y a que le football. Que le football? Football. Ils mangent bien, ils s'entraînent bien, ils se reposent bien. Il y a le repos. Mais il n'y a pas la natation pour eux? Donc ça, c'est les éléments de récupération. Est-ce que les fréquences, quand par exemple à la CAN, ou tous les 2 ou 3 jours, il y a match, est-ce que vous pensez que c'est le rythme normal pour un footballeur? Le footballeur, il faut 72 heures entre 2 matchs. 72 heures entre 2 matchs. Oui. D'abord, immédiatement après le match, dans les 2 heures qui suivent, le footballeur est déjà à table. Pour manger? Oui, parce qu'il s'est vidé sur le terrain. Il n'y a plus de réserve. Les muscles sont pressés comme la serviette. Mais il faut quand est-ce qu'il doit manger alors à quelle heure il doit manger? Avant le football. Qui suivent l'arrêt du jeu. Oui. Maintenant, l'avant-jeu. Non, on parle toujours de l'après-jeu. On parle de récupération. 2 heures.
et il doit être à table. Mais il y a ma chef d'édition qui me fait de grands gestes de l'autre côté, comme... Voilà que nous veut tout savoir sur les footballeurs. On a vraiment envie... On va aller vite, après les 2 heures, il est à table déjà. Il récupère le volume du poids perdu. Si vous perdez 1 kilo, on les pèse quoi. En même temps. Avant et après. Si vous perdez 2 kilos, vous devez prendre 2 litres d'eau. Après l'heure du jeu. C'est le lendemain qu'il y a natation. Ainsi de suite. Voilà, pour remettre les muscles en place. Les muscles en place. Les vaisseaux reviennent en dilatation, accumulent du sang perdu sur le terrain. Et puis, relaxation. Et tout reprend. Voilà. Et le sommeil aussi. Voilà. C'est intéressant. Hein? Le sommeil est très important. Loin des portables. Ah oui. Parce que le sommeil, le repos cérébral aussi compte. Merci beaucoup. Ah oui, le journal s'annonce aussi. Ah oui, il est l'heure du journal, 19h45. Estelle Pazou, à vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. À compter du 15 juillet prochain, plus aucun carburant toxique ne sera admis sur le territoire béninois. La décision fait suite au taux de soufre élevé dans l'essence de contrebande. À suivre les précisions. La biodiversité subit la menace anthropique dans le département de la Donga, un contexte qui pousse l'administration forestière à la sensibilisation et à des actions pour freiner la déforestation. Nous irons ensuite à la rencontre de Edna Zimonsé. C'est une dame qui a troqué tous les métiers féminins contre sa blouse de soudeur, un rêve d'enfance qu'elle a pu concrétiser. Il existe désormais au Bénin une loi pour lutter contre les carburants toxiques. Votée depuis le 15 janvier dernier, elle entre en vigueur le 15 juillet prochain. Elle fait suite au taux de soufre élevé dans l'essence de contrebande dans le pays depuis des décennies. Une situation qui crée beaucoup de maladies. Clément Coton, directeur de l'unité de protection de l'environnement, nous en parle au micro de César Atchadé et Lazare Migan. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria, ce sont sur l'initiative du Nigeria, du programme des Nations Unies pour l'environnement, de la CEDEAO, se sont retrouvés rapidement le 1er juin 2016 à Abuja pour étudier la question. Et c'est de là, ils se sont dit, désormais, ces pays qui sont présents là, et certains pays de la CEDEAO, n'ont qu'à se dire, à partir de cette réunion, quand chacun retourne dans son pays, il faut que désormais son pays importe du carburant à taux de soufre 150 ppm pour l'essence et 50 ppm pour le gasoil. Quand il y a de soufre dans votre carburant, vous l'utilisez. En matière de pollution atmosphérique, ça crée des maladies comme l'asthme, le cancer de poumon, des maladies cardiovasculaires. Le soufre étant extrêmement dangereux, ce qui fait que d'ailleurs, dans les pays où, et quand ils ont fait les prélèvements, le taux de soufre qu'ils ont trouvé, c'est de 1500, varie de 1500, 2000, 5000 ppm jusqu'à 10 000 ppm. Ce taux de soufre va jusqu'à 10 000 ppm dans certains pays. Taux de soufre dans le gasoil et dans l'essence. Alors que dans les pays européens, d'où on embarque dans des bateaux des milliers et des milliers de tonnes de carburant, le taux de soufre est à 10 ppm. Je vous dis bien 10 ppm, alors qu'en Afrique, on va de 1500, 2000, 3000, 5000 et même 10 000 dans certains pays. Donc, c'est de là qu'ils ont trouvé que l'essence de qualité africaine, là, voilà les taux de soufre que ça et que c'est toxique pour les populations parce qu'on les utilise. Ça crée d'énormes problèmes pour la pollution atmosphérique.
La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. Lorsqu'elle disparaît, l'écosystème est affecté. À Djougou, dans le département de la Donga, les actions anthropiques mettent à mal cette biodiversité. Dans ce contexte, l'administration forestière a choisi de sensibiliser la population à la sauvegarde de la forêt. À l'occasion de la semaine de la biodiversité, Enoch Rumpati et Évariste Zomoron se sont intéressés à la question. Voici leur reportage. Un terrain de sport installé en plein cœur d'une forêt classée. Des habitations érigées à quelques mètres. Nous sommes à Serou, un arrondissement de Djougou. À l'intérieur de cette végétation, de grands arbres dénudés ou presque dépouillés de leurs écorces. D'autres carrément abattus. Un constat qui met en péril la biodiversité. Les gens sont venus exploiter et ils ont constaté que ce n'est plus exploitable. Donc ça a créé déjà un déséquilibre ici maintenant par rapport à cet écosystème qui était en place. Notre biodiversité, notre nourriture et notre vie, c'est le thème qui retient l'attention des spécialistes en cette semaine de la biodiversité. Notre nourriture, voilà un exemple concret de cette dame qui est en train de ramasser les fruits de Bludia sapinda dont elle va non seulement se nourrir mais peut-être encore commercialiser. Donc c'est des cas concrets de notre nourriture que constitue cette biodiversité en forêt. La biodiversité contribue énormément à la vie, alors qu'elle est menacée du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance, par exemple, des plantes médicinales ou bien des parties d'animaux pour traiter telle ou telle maladie. Donc, si cette biodiversité disparaissait, on aura vraiment du mal à se soigner pour telle ou telle autre maladie. Donc nous avons intérêt à conserver cette biodiversité pour que l'espèce humaine elle-même puisse perdurer. Au sein de toute biodiversité se retrouvent plusieurs vies. Sa dégradation, voire sa disparition, est liée à plusieurs facteurs. Nous avons les occupations, nous avons l'agriculture extensive, nous avons les exploitations illicites d'arbres, nous avons le braconnage, nous avons le ramassage de sable dans les cours d'eau qui perturbe également la diversité biologique. À ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes des changements climatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant tout le temps, l'administration forestière s'évertue à convaincre les gens par rapport au reboisement, aux divers aménagements et même lorsqu'il n'y a pas nécessairement pluie, les agents forestiers passent soit de maison en maison ou bien d'établissement en établissement, là où les gens peuvent quand même trouver un peu d'eau pour arroser, même si ce n'est qu'un seul pied d'arbre. On les sensibilise, on les appuie en distribuant des plants que les gens mettent en terre et qui arrosent. Et maintenant, lorsque la pluie commence également, on fait des reboisements de grande envergure. Les tests ou instruments juridiques qui garantissent la préservation de la biodiversité, le Bénin en dispose. Et le défi aujourd'hui reste une application rigoureuse en plus des sensibilisations. Valoriser les produits made in Bénin, c'est l'ambition qui a poussé Edna Zimonsé à s'intéresser à la soudure. Quand elle enfile son bleu, c'est pour fabriquer entre autres des machines agricoles avec l'aide de son équipe entièrement composée d'hommes. Ses parents ne la prédestinaient pas à la soudure, mais elle fait aujourd'hui leur fierté. Allons à sa rencontre avec Mathieu Sokenou et Nadège Sané. Diplômée ingénieure de conception, génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonsé est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure. Et après,
pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits Made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vu en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Au Zimbabwe, les producteurs de maïs ne vont désormais livrer leur récolte qu'à l'Office de commercialisation des céréales. Cette restriction vise à contrôler les prix de la denrée de base sur le marché intérieur dans un contexte de déficit lié à la sécheresse. Hormis cette mesure, les autorités ont également interdit le transport par les producteurs de plus de 250 kg de maïs d'un point à un autre du territoire. Les individus ou entreprises qui ne respecteront pas ces différentes réglementations s'exposent à une peine d'emprisonnement allant de 2 ans à une saisie de leur cargaison. Au Sénégal, on commémorait le 25e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Un devoir de mémoire exprimé à travers une table ronde qui a réuni journalistes, juristes et plusieurs souvenirs ont ravivé de vives émotions chez les rescapés. Le reportage de Saliou Sek de la RTS. Des larmes aux yeux, l'assistance est ébranlée par le témoignage très touchant de Madame Yvette, une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a perdu presque toute sa grande famille. Son père, ses 2 grands-mères, ses 2 frères ont été exécutés par les Hutus. 25 ans après, elle a su réussir sa vie professionnelle. Un modèle de résilience et de courage. 25 ans après, c'est le Rwanda qui est rené, qui renaît et qui vit. C'est le Rwanda de tout et chacun. C'est le Rwanda où chaque citoyen est engagé dans sa dignité, dans sa recherche de solutions et dans la définition de son futur, de ce que doit être le Rwanda et que le Rwanda prenne en main sa destinée. Pour la 25e cérémonie de commémoration, une table ronde a été animée par d'éminentes personnalités. Juristes, journalistes et hommes politiques ont fait des communications sur le rôle et l'apport de la communauté internationale, la justice et les intellectuels pour la prévention du génocide. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le génocide au Rwanda n'a pas été causé par des haines ancestrales entre Rwandais, pas du tout. Il y a eu un processus politique très clairement défini qui a mené à cette abomination-là. Et ce processus politique-là a un lien avec la manipulation des identités culturelles
pour en faire des outils pour l'accaparement du pouvoir ou alors l'accès au pouvoir. À travers cette cérémonie, l'association de la communauté rwandaise au Sénégal apporte sa contribution au devoir de mémoire et à l'expression de sa solidarité envers les rescapés. On doit aussi honorer les nôtres qui ont été tués pendant le génocide, des innocents. Et c'est dans ce sens qu'on a organisé cette commémoration et on a décidé de faire ça à l'université. On sait très bien que l'université, c'est les leaders de demain. Il faut que ces leaders de demain sachent exactement ce qui s'est passé au Rwanda et que demain, quand ils prennent des décisions, qu'ils ne prennent pas des décisions, ne manipulent pas la population pour en arriver à des situations pareilles. L'organisation de telles manifestations à caractère scientifique permet des analyses objectives à partir de démarches scientifiques. C'est ce que toutes les communications ont fait. Comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est cela qui permet de savoir qui est qui a fait quoi et quelles en ont été les conséquences. Unité, mémoire et renouveau était le thème central de ce panel. Une activité qui fait partie d'une série de commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Estelle Espérance Aurore Pazou, d'avoir présenté cette édition du journal. Bonne soirée à vous et mettez-vous devant votre poste téléviseur pour supporter. Non, c'est déjà fini. Hein. Alors, on verra tout ça, puisque nous allons parler de football dans un instant, mesdames et messieurs. Oui, devenir footballeur. Comment est-ce possible? C'est la question à laquelle va répondre l'expert de ce grand rendez-vous. Oui, devenir footballeur professionnel, l'envie, le talent ne suffisent pas pour y arriver, mais quand même c'est un rêve réalisable. Mais comment y aller? Comment devenir réellement footballeur professionnel? Je reçois pour répondre à cette question Béchir Marmat Aïdara. Bonsoir. Bonsoir Action. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert foot, vous êtes également responsable d'une académie de formation des jeunes ici au Bénin, Académie Dimension Foot. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler de comment devenir footballeur. Vous êtes dans le milieu de ces jeunes-là qui rêvent de devenir demain des Messi, pourquoi pas, des Cristiano Ronaldo que vous formez aujourd'hui. Le footballeur professionnel, comment le définit-on aujourd'hui? C'est un rêve. Le footballeur professionnel, c'est un rêve. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un grand fossé qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser. Et ça dépend de la synergie qu'il y a entre les parents et les enfants. Parce que chaque parent a envie que son enfant devienne footballeur professionnel. Chaque enfant a envie d'être footballeur professionnel. Ils ont la volonté, mais est-ce qu'ils ont la volonté d'accompagner tout ce qui encourt à la réussite dans ce football-là? Qu'est-ce qui encourt à la réussite de ce football? La vraie volonté, l'acceptation des sacrifices suprêmes, se priver de beaucoup de bonnes choses. Il faut être un peu ascète, se retirer de la bonne vie, se concentrer sur l'essentiel, à savoir comment je dois faire pour arriver à un bon niveau. Mais pour ce faire, il faudra que tout le monde sache quelque chose. Oui. On ne peut pas devenir footballeur professionnel si on n'a pas commencé la formation à 8, 9, 10 ans. C'est impossible. Ah oui. Il faut une pré-formation et une formation. Parce que quand l'enfant atteint un certain âge, quand le jeune atteint un certain âge, à 12, 13, 15 ans, il a déjà de très mauvaises habitudes qu'il croit être les meilleurs parce que tout simplement dans le quartier, on l'applaudit. Les parents sont contents de voir les gens venir le prendre pour aller jouer dans le quartier, gagner 500 francs par-ci, 500 francs par-là, mais ce n'est pas ça. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui sont devenus footballeurs professionnels aujourd'hui, mais qui ont pris par ce chemin-là. Ça, c'était avant. Avant. C'était avant. C'était du bricolage. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas cette rigueur de la formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de rigueur qui entourent la formation des jeunes. La privation de beaucoup de loisirs,
la non-fréquentation des parents, parce qu'il faut que l'enfant soit éloigné un peu des parents pour que, comment je pourrais dire, il faut que l'enfant soit éloigné des parents, ouais, pour qu'on puisse vraiment le prendre en compte. Parce qu'il y a une certaine forme de faiblesse qui arrive à l'enfant dès qu'il quitte ses parents. Oui. Et si ses parents viennent le voir de temps en temps, ça veut dire que dès que ça va reprendre, il faut qu'il s'habitue à quitter ses parents, à s'habituer à vivre dans le carcan de la difficulté des centres de formation. Et aussi qu'on leur apprenne les b.a.-ba, les fondamentaux. Comment apprendre à toucher le bon ballon par la bonne surface de contact du pied ou de la tête. Comment amortir un ballon, comment le placer ici, comment jouer intelligemment surtout, parce qu'il faut que l'intelligence soit au-dessus du physique. Et ça s'apprend très tôt. L'enfant vient, par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas jongler. Or, jongler, c'est maîtriser le ballon, en faire son esclave. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Aujourd'hui, un enfant du centre de formation comme le mien peut faire 10 000 jongles. 10 000 jongles banalement. Sans que le ballon tombe. Non, sans que le ballon tombe. Banalement. Celui qui fait le moins, c'est 2 000. Parce qu'il faut une surface de contact. Le coup de pied, qui est une surface stable, qui ne bouge pas, et sur laquelle le ballon rebondit à rythme régulier. Si le rythme est régulier, on a 100 jongles à la minute. À la minute. À la minute, on a 100 jongles à la minute. Donc il faut que l'enfant apprenne tout ça. Il faut qu'on l'initie à ça dès le début, qu'il sache comment frapper le ballon de l'intérieur du pied, à quel moment le faire, ou bien à quel moment frapper le ballon de l'extérieur du pied, et surtout apprendre à l'enfant à ne pas être égoïste, à oublier le public, à oublier son propre plaisir, progressivement, pas au début. Au début, on le laisse faire. Il fait ce qu'il veut du ballon, on observe ses qualités. Oui. Mais on essaie surtout de corriger ses défauts aussi. Mais pourquoi un parent puisse accepter que son enfant entre dans un centre de formation de football? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de détecter déjà au niveau de cet enfant-là l'envie ou bien des prérequis pour pouvoir l'autoriser à aller dans un centre de formation pour se faire former au football? À 8-10 ans, oui. À 8-10 ans, l'enfant, même s'il n'a pas des prérequis, son envie peut déjà déterminer son avancement. Parce qu'il est souple. Il est souple de corps et d'esprit. On peut le formater. Donc, moi, je prends des enfants sans qu'ils n'aient jamais touché au ballon. Ah oui? À 8-9 ans. Jamais touché au ballon? Ils ne savent pas faire 3 jongles. Je les prends, mais ils sont modulables. Donc, on les transforme progressivement en les encourageant à aimer ce qu'ils font, en leur disant « tu peux le devenir ». C'est difficile, mais insister sur la correction de ses défauts et l'amener à améliorer ses qualités. Okay. Donc c'est ça. L'enfant à 8-10 ans n'est pas condamnable. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que quelqu'un qui a appris à jouer, à 15 ans est déjà mort. Non, il n'est pas mort. On peut le corriger. On ne rejette pas quelqu'un qui a des défauts. On cherche à l'amener pour améliorer ses qualités. Maintenant, on peut ne pas l'amener au sommet de ce qu'il voulait, de ce qu'on voulait de lui, mais au moins on aura servi à l'améliorer quelque part. Donc on ne rejette pas quelqu'un pour ses défauts, mais on l'attire pour ses qualités afin de les améliorer. On comprend donc qu'il ne faut pas laisser l'enfant juste au quartier jouer amateur, soit disant que ah oui, il va devenir footballeur professionnel très bientôt, mais il faut plutôt l'amener dans les centres très tôt. Très tôt, à 8 ans. Très tôt dans les centres, très tôt. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis une chose, on est allé en France pour un tournoi avec mon centre de formation. C'est la première fois depuis 36 ans que les gens voyaient une équipe africaine. On est arrivé, nous, les enfants étaient déjà formés depuis 8, 9, 10 ans. On est arrivé, on a fait 5 matchs. On était le seul centre de formation face à des équipes réserves. On a fait 3 matchs nuls, 1 défaite, 1 victoire. On a perdu 4 contre la Biélorussie, qui était championne en titre. Et on a battu le porteur Dieppe, le centre de formation de Dieppe, par 4-1 aussi. On a eu le meilleur buteur qui vient de Manigri. Wow. Le meilleur buteur, il a été le meilleur buteur du tournoi. On a sélectionné 4 de nos joueurs pour les centres de formation. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle était ici, on n'a pas pu les exporter. Mais aujourd'hui, les Européens, ils viennent ici. Dernièrement, il y avait un canal qui était ici pour voir un tournoi des centres de formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de... On a des qualités intrinsèques. Mais il faut les vivifier, il faut les vitaliser, il faut leur permettre de s'épanouir. Voilà. Ça veut dire que la formation
seul ne suffit pas. Il faut une politique qu'on mette en place également pour faire la promotion des talents qu'on forme ici sur place. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une petite confusion qui se crée, qui risque d'être un peu mauvaise. On fait des tournois, on organise des tournois au niveau de l'État pour la formation des gens dans les quartiers. Okay. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ils ne connaissent pas les fondamentaux. Ils n'ont pas les fondamentaux. On doit s'orienter vers les centres de formation, les aider. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe nationale du Bénin, il y a beaucoup de gens qui ont été formés au Bénin, tels que les Djigla, oui. les Mama Sebou, les Barazé, ils ont été formés ici. Dans des centres de formation. Dans les centres de Barazé viennent chez moi, Djigla vient de USP, ainsi de suite. Donc, il y a au moins 5, quand on a joué contre le Togo, il y avait au moins 5 joueurs titulaires sur les 11 de départ qui étaient totalement formés au Bénin avant qu'ils ne partent. Donc, il faudra qu'on encourage ça plutôt que de se projeter dans des trucs qui ne sont pas viables. Dans les quartiers. Aujourd'hui, le Bénin entier sait que j'ai un de mes joueurs que j'ai formé, de Manigri aussi, le neveu du député de Nourine Achadi. Oui. Donc je l'ai formé, je l'ai pris à 12 ans. Aujourd'hui, il joue pour le Ghana. Il joue pour le Ghana. Parce qu'il n'y avait pas une bonne organisation ici. Il est parti, quelqu'un l'a pris, il est parti. On le sait, il joue pour le Ghana aujourd'hui. Il est en Biélorussie, il est professionnel. Et ça, c'est parce qu'il avait été pris un peu tôt. Donc il faudra que les parents acceptent de libérer les enfants, en acceptant aussi de ne pas les voir régulièrement, pour que l'enfant prenne le pli de la vie en société, l'éloignement. Parce que quand ils vont partir en Europe, par exemple, ils vont rencontrer que la jungle. Ils vont rencontrer des gens qui ne veulent pas les voir. Ah oui? Oui, ils vont dire c'est de sales nègres, c'est ceci, tu es cela, on va leur jeter des bananes. Un jour, on a dit, Eto, tu es nègre. On lui a jeté des bananes, il est sorti du terrain. Mais c'est un nègre. Il faut le préparer à ça. Il ne faut pas que ça le touche, c'est un nègre. Mais maintenant, on leur apprend. Donc, quand vous envoyez votre enfant dans un centre de formation, il ne faut pas à chaque fois aller le voir de façon répétitive. Il faut le laisser. La nostalgie, c'est préjudiciable à l'éducation de l'enfant. Parce que chaque fois que l'enfant voit sa mère, et la nostalgie de la maison, on met au moins un mois, 2 mois à le récupérer. Donc, il vaudrait mieux les éloigner. Alors, est-ce que ce n'est pas cher d'envoyer son enfant dans un centre de formation pour qu'il se fasse former pour le football? Parce qu'en même temps, il étudie et joue. Il étudie. C'est ça. Bon, nous, à notre niveau, par exemple, c'est sport-études obligatoire. Quand on prend le taux de toutes les écoles et les centres de formation, on a le meilleur quota en admissibilité et en admission. C'est ça le problème que les parents craignent aussi. Envoyer son enfant dans un centre de formation pour dire que c'est le football. Et si demain le football ne marchait pas, on se dit si l'enfant étudiait aussi, ça pourrait peut-être donner quelque chose. Si les deux sont assurés, je pense que les parents auront la volonté d'envoyer leurs enfants dans les centres de formation au Bénin. Est-ce que ça ne doit pas être une politique générale qu'on exige que dans les centres de formation, que l'étude soit également aussi exigée? Moi, j'exige 13 de moyenne à chaque enfant de mon centre de formation. 13 de moyenne. Quand le Bénin a fait 18% d'admis au BPC, Dimension Foot a fait 100%. On a un minimum de 92% de réussite chaque année. Cette année, sur 10 présentés au CEP. Oui, d'accord. Ça c'est peut-être à votre niveau, à vous. Est-ce que c'est généralisé moi, je pense qu'il faut le généraliser. Voilà. Il faut le généraliser. Parce que dernièrement, j'ai reçu la visite de Adjovi Boko, qui a dit qu'on est le centre référence. Parce que si l'enfant n'a pas bien étudié à l'école, il ne peut pas bien comprendre ce que l'avenir va lui présenter comme difficulté. Okay. Quand tu as un contrat à signer, tu as un agent de joueur qui vient vers toi. Si tu ne comprends pas les textes que contient ce contrat, tu ne peux pas bien comprendre. On va te tourner en bourrique et bouffer ton argent, excusez-moi l'expression vulgaire, te détourner ton argent sans que tu ne comprennes. Au lieu de gagner 100 millions, on va te donner 10 millions. Toi qui avais l'habitude de voir 1000 francs, d'avoir difficilement 10 000 francs, on te donne 1 million, tu es content. Mais tu as tout perdu. Et un escroc est venu, parce qu'il connaissait un peu le papier, il a pris ton contrat, il est parti avec ton argent. Donc il faut que l'enfant comprenne. Il faut un minimum dans ce sens-là. Et il faudrait que tous les centres de formation adhèrent à ça. Aujourd'hui, je fais partie de la commission fédérale des centres de formation, de la formation, et je suis aussi vice-président de l'association des centres de formation. Je vais veiller, et on veille à ce que les études soient prépondérantes
prépondérante dans la formation de l'enfant. Alors aujourd'hui, quand on devient footballeur professionnel, c'est les salaires mirobolants que les gens visent beaucoup plus. Est-ce que c'est là de mise sur le marché? Parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est carrément de l'agence, c'est toute une entreprise qui est créée. C'est partout dans le monde. Ouais, bah, écoutez, le sport aujourd'hui, le sport, c'est le vecteur qui rapporte le plus d'argent, c'est le secteur qui rapporte le plus d'argent, mais vous faites plaisir en jouant et en gagnant de l'argent. Mais pour y arriver, il faut d'abord souffrir beaucoup, accepter de se lever à 6 h du matin, courir, accepter de travailler par chaleur, par temps de pluie, être privé de beaucoup de facilités. Il faut accepter de souffrir, sacrifier 15 ans peut-être de sa vie, agir au maximum après. Donc ça c'est primordial. Ça. Il faudra que chacun se dise que le foot... Aujourd'hui les parents envoient leurs enfants dans les centres de formation. À la moindre difficulté, l'enfant fuit. Moi j'ai eu des parents qui sont venus prendre leurs enfants chez moi parce qu'ils étaient coincés. Ils ont dit que les enfants avaient la possibilité d'aller jouer au Ghana. On les a renvoyés, ils traînent aujourd'hui à Cotonou. Par contre, il y a des gens qui nous envoient des enfants du Gabon, du Ghana, de la Côte d'Ivoire dans nos centres de formation aujourd'hui parce qu'on a prouvé qu'on est dans la bonne performance. Dernièrement, il y a eu un tournoi de centres de formation à l'international. Il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et ainsi de suite. La plus belle équipe à avoir joué, c'était Kalala, de Djougou. Ils sont même invités en France pour un tournoi. On a des qualités ici, mais il faudra que la politique d'ensemble accompagne cette formation-là pour que l'argent généré par le football nous revienne. Aujourd'hui, on a des garçons comme David Digla. Ils vont investir au pays. Ils ont investi au pays. Voilà. Ils ont déjà investi au pays. Digla a déjà conçu pour sa mère. Tout le monde aujourd'hui investit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Béchi Mahamat, ma chef d'édition, me dit que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. On espère en tout cas avoir au Bénin désormais des équipes qui pourront vraiment jouer, des footballeurs qui peuvent diplomatiquement représenter le pays et faire la promotion du Bénin partout dans le monde désormais. Ouais. Il faut accompagner les centres de formation, leur donner les moyens. Parce que les enfants sont à l'internat, ils doivent manger, on doit payer le loyer, ils doivent boire, tout, on doit les soigner. Il faut que le gouvernement nous accompagne parce que le gouvernement, l'équipe nationale utilise nos joueurs dans les équipes nationales. Voilà. Et depuis que les centres de formation ravitaillent l'équipe nationale en joueurs, on a de meilleurs résultats. Merci beaucoup à vous, Béchir Mahamat. À très bientôt. On comprend donc que pour le foot, le talent ne suffit pas. Il faut très tôt envoyer vos enfants dans les centres de formation. Déjà à 8 ans, c'est déjà bon pour y aller. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce sera pratiquement tout pour le grand rendez-vous de ce mardi. Nous allons passer tout de suite à la météo avant de partir définitivement.
Allez, ce sera tout pour cette édition du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez de très très bons moments en compagnie, bien sûr, des programmes de BB24. Tout à l'heure à 21h, suivez le Forum du jour. Ciao.